Bonjour à tous. Eh bien, écoutez, je vous souhaite la bienvenue sur ce nouveau webinaire gratuit organisé par le département formation d'achatpublic.com. Donc, comme on peut le voir sur la slide suivante, créée en 2003, achatpublic.com est une entreprise qui est composée d'experts en marché public et qui est leader en France dans le domaine des services aux acheteurs de la commande publique. C'est la première solution utilisée par les acheteurs publics pour la dématérialisation. C'est une source d'information incontournable grâce notamment à son site achatpublic.info. Et puis, ce sont donc des formations au marché public destinées aux acheteurs publics et aux entreprises soumissionnaires. Et donc, en 2023, ce sont plus de 50 programmes et 600 sessions qui sont programmées à Paris, en province, dans les dom-toms, mais aussi en classe virtuelle. Et des formations, bien sûr, déclinables en intra, dans vos locaux, des 4 personnes intéressées. Sur la slide suivante, vous verrez, on vous a fait une petite sélection de formations en relation avec le sujet que nous allons traiter ce matin, et notamment notre nouvelle formation commande publique, prévenir les situations de conflit d'intérêts, dont la première session aura lieu le 10 avril prochain, et qui est animée par Farazaoui, qui nous accompagne ce matin. Donc, après avoir occupé des fonctions de chargée d'études juridiques auprès de la Direction générale des collectivités locales et de directrice juridique en cabinet spécialisé, donc Farazaoui a fondé la société Probitas et depuis 2022, elle apporte ses conseils stratégiques et anime des formations à destination des élus et des agents publics en matière de probité et d'éthique. Donc, c'est ce sujet que nous allons aborder ce matin. Vaste sujet, donc, comment transformer la lutte contre la corruption d'une menace en une force. Je vais donc lui laisser la parole. N'hésitez pas tout au long du webinaire à utiliser le petit point d'interrogation qui a dû apparaître sur votre écran pour poser vos questions et nous les relayerons en fin d'intervention. Je vous souhaite à tous un très bon webinaire. Farah, je vous laisse la parole et je vous dis à tout à l'heure. Bonjour à tous, alors je suis ravie d'être là ce matin pour ce petit webinaire sur une thématique qui me tient beaucoup à cœur, celle des conflits d'intérêts dans le domaine de la commande publique. C'est un secteur que j'ai découvert dans la pratique, parce que moi je suis publiciste de formation, et donc j'ai été formée à la commande publique stricto sensu, mais c'est vrai que c'est un secteur qui est très sensible au risque d'atteinte à la probité, et il est essentiel pour les acheteurs publics, les opérateurs économiques, mais aussi toute personne qui gravite dans ces sphères-là, de maîtriser les tenants et les aboutissants de délits d'atteinte à la probité et du conflit d'intérêts. Donc, on va commencer par un petit propos introductif sur la corruption, puisque c'est le terme qui revient le plus généralement quand on parle de ce sujet-là. Et la corruption, c'est un terme générique déjà, donc qui vise au sens strict le fait pour une personne investie d'une fonction déterminée, donc publique ou privée, puisqu'il y a de la corruption publique et de la corruption privée, de solliciter ou d'accepter un don ou un avantage quelconque en vue d'accomplir ou de s'abstenir d'accomplir un acte entrant dans le cadre de ses fonctions. Donc ça, c'est une définition de Transparency International. C'est une association de lutte contre la corruption dont je vous invite à aller voir le travail si ce sujet vous intéresse. Et donc la corruption, en général, est très rare, hein. La corruption, c'est un délit donc, qui est lourdement puni, qui implique un pacte de corruption, mais généralement, quand on parle de corruption, on parle davantage des délits d'atteinte à la probité publique, qui sont la prise illégale d'intérêt, le détournement de fonds publics, la concussion, le trafic d'influence et le favorisme. Il y a aussi d'autres sous-sections en fonction de la manière dont on voit ce sujet-là, par exemple le blanchiment. Il y a aussi les questions de recel de ces délits qui peuvent être intégrés aux délits de probité publique. Mais voilà, ce ne sera pas le sujet du webinaire de ce jour. Si ces questions vous intéressent, je vous invite aussi à vous renseigner sur les formations proposées par Achat Public, parce que là, on aura l'occasion de revenir sur ces délits plus en profondeur. Également, je voulais qu'on revienne sur un chiffre qui a fait pas mal de bruit ces dernières semaines. C'est un chiffre qui est issu d'une étude conjointe du service statistique ministériel de la sécurité intérieure et de l'Agence française anticorruption, on parlera aussi tout à l'heure, qui est sorti en octobre 2022, qui soulignait que les atteintes à la probité publique avaient augmenté de 28% entre 2016 et 2021. Donc, est-ce que ça signifie que la France est de plus en plus corrompue? Pas nécessairement, c'est juste qu'il y a eu des mouvements, on va dire, de sensibilisation à ces questions-là, de moralisation de la vie publique, qui font qu'il y a de plus en plus de signalements déjà qui sont faits à ces sujets-là. Il y a de plus en plus de dispositions législatives, réglementaires qui viennent encadrer les délits d'atteinte à la probité, qui permettent plus de poursuites et donc plus de condamnations.
Voilà. C'est un effet qui est en lien avec les progrès et ça ne veut pas nécessairement dire qu'il y a plus de corruption qu'avant, parce que la corruption, c'est un phénomène par nature occulte dont on a du mal à capter la matérialité. Et que sur ces infractions à la probité publique, 11% concernaient le favoritisme. Et le favoritisme, je pense que vous le savez si vous êtes dans le secteur de la commande publique, c'est l'infraction phare de la commande publique parce qu'elle matérialise un non-respect des règles fondamentales de la commande publique, qu'on verra aussi tout à l'heure. Après, il y a d'autres délits connexes au favoritisme, mais c'est vrai que c'est celui qu'on a le plus souvent en tête. Je vais passer à la slide suivante, si je peux. Voilà. Donc, concernant la corruption, également un peu de statistiques pour se rendre compte de l'ampleur du phénomène. Donc déjà, il faut partir du montant de la commande publique en 2021. C'est 152 milliards d'euros, donc c'est énorme. Ce chiffre-là, c'est 8,1% du PIB. Donc la commande publique, c'est un secteur qui est très important pour l'économie, vous l'imaginez bien. Et par ailleurs, le montant évalué du coût de la corruption est de 120 milliards d'euros par an. Donc ce chiffre, il est issu d'un rapport de la Commission européenne. C'est dire l'importance de la corruption dans ce secteur et des délits d'atteinte à la probité. Et encore, nous sommes sur une estimation, parce que comme souligné, c'est un délit qui est par définition occulte, donc il peut être plus important, moins important. Mais c'était pour vous souligner qu'il est important d'avoir en connaissance ce sujet-là, au-delà de son propre risque personnel en tant qu'agent d'une collectivité territoriale, d'une administration, pour savoir que finalement la lutte contre la corruption, c'est aussi un levier de finances publiques. Donc, pour revenir au thème de ce webinaire, donc de faire passer la lutte contre la corruption d'une menace en une force, il faut déjà se focaliser sur les menaces. Donc la menace la plus évidente, c'est la menace judiciaire, donc la menace de contentieux devant un juge pénal. Ça, c'est ce qu'on voit le plus souvent dans les médias, donc des élus qui se font poursuivre pour prise illégale d'intérêt, corruption, trafic d'influence, etc. Il y a aussi le risque devant le juge administratif de voir une procédure de marché public remise en question, et ça, c'est redoutable également. Donc, il y a un risque sur l'efficacité de la commande publique en tant que telle. Quand on annule une procédure, ça coûte de l'argent, ça prend du temps, ça, je vous l'apprends pas. Il y a aussi un risque réputationnel sur les autorités concédantes, acheteuses ou les opérateurs économiques. Ça, c'est un risque qui peut être plus symbolique, mais souvent qui amène davantage les directions administratives, politiques, etc., à faire des changements pour aller au-delà de certains clichés qu'on peut avoir sur certains territoires français, par exemple. Et donc, pourquoi la lutte contre la corruption peut et doit devenir une force? Parce qu'elle est un levier de bon usage des deniers publics. La commande publique, à l'origine, ça n'a que pour fonction le bon usage de la commande publique et on a tendance à l'oublier. Donc, s'il y a un bon usage de la commande publique est également efficace, donc avec un temps raisonnable, des processus qui sont ficelés, etc. Également une stabilité des procédures qui ne sont pas remises en question si on a fait ce travail de lutte contre la corruption en interne pour éviter certains risques juridiques. Il y a de la sérénité pour les acteurs qui sont impliqués dans le processus d'achat public. Ça, je le sais et je l'ai ressenti dans mes précédentes fonctions, que c'est pas simple de prévenir la corruption et en tout cas d'identifier les risques de conflit d'intérêts. Donc, si on est mieux armé face à ces risques-là, on est plus serein dans son travail et dans ses missions en tant qu'agent ou même élu, entreprise également. Donc, des politiques publiques plus efficaces, nécessairement, si on est amené à avoir moins de pertes d'argent et moins de pertes en efficacité, les politiques publiques sont plus efficaces. Enfin, moi, ce qui m'importe le plus, mais ça, c'est un biais que j'ai, c'est que la lutte contre la corruption, c'est aussi le meilleur moyen de rétablir ce lien de confiance entre les citoyens et les institutions au sens large, que ce soit les politiques, les administrations, parce qu'il y a ce sentiment parfois en France de dégagisme en lien avec la corruption. Et quand on demande aux personnes quels sont les secteurs dans lesquels il y a plus de corruption, la commande publique revient en tête. Souvent, certains poncifs qu'il faut connaître quelqu'un pour avoir un marché ou autre, ce qui n'est pas nécessairement le cas, mais c'est lié à cette image que renvoie la corruption en France en tout cas. Donc, je vous propose, si on en a le temps, c'est vrai que le programme est assez ambitieux, de passer par 4 étapes pour transformer la lutte contre la corruption d'une menace en une force. La première étape nécessaire, c'est identifier les risques d'atteinte à la probité dans la commande publique. Il y a des risques qui sont connus et on les verra. Ensuite, c'est de les prévenir.
une fois qu'on les a identifiés. Et moi, je vais vous proposer de nous focaliser sur la passation des marchés publics, c'est ce qui est le plus redoutable, on va dire. Troisièmement, sur la mise en place d'un dispositif anticorruption, il y a des mesures qui ont été mises en place par la loi pour aider les personnes publiques et les entreprises à identifier ces risques-là. Enfin, ça c'est ma petite touche personnelle, c'est l'acquisition et le fait d'insuffler la culture de l'éthique publique dans le cadre de son service. C'est essentiel pour aller plus loin parce que la corruption, c'est pas que du droit, c'est aussi des éléments culturels. Alors, j'ai essayé, parce que j'ai un petit problème d'écran, ça devrait aller. Donc, pour cette première partie sur identifier les risques d'atteinte à la probité dans la commande publique, déjà, il faut se représenter le cycle, on va dire, d'achat public, donc qui passe par 3 phases, grosso modo. Donc, la phase de pré-commission, la phase de soumission et la phase de post-adjudication. Donc, dans ces 3 phases, il y a des risques qui sont plus ou moins connus et sur lesquels il faut accentuer les efforts. Donc, je vous propose sur une slide suivante, je vous ai listé à peu près les risques que j'identifie ou que d'autres experts identifient dans ce secteur-là, notamment l'OCDE. Donc, je me suis focalisée sur un rapport sur la commande publique et la corruption. Donc, pour la phase de pré-commission, ce qui fâche souvent, donc c'est la préparation de la commande publique, c'est l'absence d'évaluation adéquate du besoin. Parce que une commande publique répond nécessairement à un besoin avec un budget attaché. Mais si on est amené à évaluer de manière trop légère le besoin, en plus d'une perte d'efficacité de la commande publique, c'est là où on peut amener à avoir certains biais, à avoir son candidat en tête, notamment avec un accord informel sur un contrat, avec des critères de sélection qui sont assez subjectifs, un manque de justification apportée pour l'utilisation de procédures non concurrentielles, en dessous de certains seuils, etc. Donc ça, c'est vraiment la phase de réflexion en interne dans une direction achat, par exemple, où on va être amené à traiter un peu légèrement, et c'est pas un jugement de valeur, cette évaluation adéquate du besoin. Et c'est là où les choses, après, vont sur certains rails et il va être difficile de rattraper. La deuxième étape, ça va être la soumission. Et ça, c'est aussi une étape qui est très, très, très importante pour la prévention des risques d'atteinte à la probité. Donc, ça va être, par exemple, une absence d'avis public relatif à l'invitation à soumissionner et un manque de transparence, puisque la transparence, c'est aussi un levier d'anticorruption. C'est l'absence de concurrence ou d'appels d'offres ou des appels d'offres collusoires. Des conflits d'intérêts aussi et de corruption dans le processus d'évaluation. Voilà, ça c'est des manques, des risques, pardon, qui sont assez récurrents, qui sont identifiés dans le processus de soumission, mais également, je pointe votre attention sur le manque d'accès aux documents sur la procédure. Ça paraît évident, mais moi je l'ai beaucoup vu dans mes précédentes fonctions au sein d'une association de lutte contre la corruption. Un des éléments était en lien avec un manque de transparence qui n'est pas nécessairement délibéré, parce que comme vous le savez, la transparence est en lien avec le montant de la commande, mais ça peut dénoter parfois d'une certaine volonté de fonctionner en cercle fermé et de donner une transparence, on va dire, informelle. Mais ce n'est pas toujours le cas, mais ça peut arriver. Enfin, la post-adjudication, on va dire, c'est des choses auxquelles on ne pense pas nécessairement, qui sont un peu moins récurrentes que dans les 2 premiers cas, mais ça va être en lien avec la relation qu'on a avec son fournisseur, son candidat, qui est devenu la personne qui travaille pour nous dans le cadre de la commande publique, dans le cadre de l'exécution du contrat. Et ça, c'est lié par exemple à des relations d'affaires sur du long terme. Donc ça va être l'absence de certaines fonctions financières qui vont entraîner des problématiques de comptabilité par exemple, certains dérapages financiers, mais également, et ça on le verra tout à l'heure, tout ce qui est en lien avec des politiques anti-cadeaux. Je pense par exemple aux délégations de services publics qui sont très longues dans le temps. Et c'est pas impossible parfois que vous soyez dans des situations de vulnérabilité par rapport à l'opérateur économique dans certaines relations d'affaires. Mais ça, on le verra ensuite. N'hésitez pas à poser des questions si ça vous paraît un peu flou, parce que c'est vrai que c'est une partie un peu technique. Et donc, pour identifier ces risques, il est vraiment nécessaire de maîtriser les exigences d'intégrité et ça passe par une bonne compréhension des notions de conflit d'intérêt et d'impartialité. Si je veux insister lors de ce webinaire sur un point, c'est sur ces points-là, parce que les notions de conflit d'intérêt et d'impartialité, elles ne sont pas toujours maîtrisées, et c'est pas grave, parce que c'est des notions qui sont délicates et qui sont beaucoup reprises dans les médias, dans le langage commun,
Mais c'est de là dont part toutes les problématiques en lien avec les délits d'atteinte à la probité, c'est d'un conflit d'intérêt ou d'un devoir d'impartialité mal compris ou mal traité à la racine. Donc, on va revenir sur le principe d'impartialité. C'est un principe général du droit. Donc là, je vous ai mis la décision du Conseil d'État à ce sujet-là, qui souligne que toute autorité administrative se doit d'adopter une attitude impartiale. Bon, c'est très large comme postulat, mais c'est le cas. Après, il y a tout ce qui est obligation en lien avec les fonctionnaires, avec les élus qui peuvent venir compléter et aider à comprendre ce que c'est l'impartialité en droit. Cette notion, elle a eu un regain d'intérêt dans les années 2014-2015 avec les directives européennes concessions et marchés publics qui sont venues consolider cette notion-là. Donc, je vous invite à les consulter régulièrement. En tout cas, moi, c'est des directives que je consulte énormément dans le cadre de mon activité. Et il y a 2 textes qui ont été transposés donc, dans le Code de la commande publique sur les marchés publics et les concessions, venant définir le principe d'impartialité, qui est méconnu en présence d'une situation de conflit d'intérêt, laquelle est caractérisée par 2 conditions cumulatives très importantes. Donc, c'est que l'une des parties prenantes a directement ou indirectement un intérêt financier, économique ou tout autre intérêt de nature à compromettre son impartialité ou son indépendance dans le cadre de la procédure de passation. Voilà. Ça, c'est la partie, on va dire, je pense, la plus évidente pour le commun des mortels, cette question d'intérêt qui peut être diversifiée, mais on verra tout à l'heure aussi ce que c'est un intérêt. Et la deuxième, parfois, qui est assez malmenée en pratique, je trouve, c'est que la personne intéressée participe au déroulement de la procédure de passation. Et participer, ça peut s'entendre de manière large, mais c'est une question, on va dire, d'influence dans la commission d'appel d'offres, etc., si on a accès à certaines informations stratégiques. Et c'est surtout ça, par exemple, que regardera le juge administratif. C'est cette question de la participation à l'opération en question. Donc, le conflit d'intérêt, d'un point de vue pénal, il y a aussi une définition qui est prévue, mais elle est très tardive. Voilà, parce que vous l'avez vu tout à l'heure, le principe général du droit est très ancien en droit administratif, mais en droit pénal, c'est l'article 2 de la loi du 11 octobre 2013 qui vient définir un conflit d'intérêt, donc comme toute situation d'interférence entre un intérêt public et des intérêts publics ou privés, qui est de nature à influencer ou à paraître influencer l'exercice indépendant, impartial et objectif d'une fonction. Donc cette loi, elle est venue s'inscrire dans un contexte particulier. Donc c'est après l'affaire Cahuzac. Je pense que vous en souvenez, cet ex-ministre du Budget qui avait dissimulé des actifs en Suisse et tout le scandale qui en a suivi. Ça a donné lieu à la création de la Haute Autorité de transparence de la vie publique, du parquet national financier, de tout un mouvement finalement de moralisation de la vie politique. Et donc il était important d'inscrire dans la loi cette notion de conflit d'intérêt. Parce qu'en soi, le conflit d'intérêt, c'est une notion, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, qui est dans le langage commun et qui n'avait pas d'ancrage, on va dire, juridique. Par contre, il est important de souligner que le conflit d'intérêt, c'est pas une infraction. Ça, je vous l'ai mis également sur la slide. C'est une notion en tant que telle qui peut donner lieu à une infraction, mais on ne peut pas poursuivre quelqu'un devant une juridiction pénale pour conflit d'intérêt. En droit administratif, ce sera le principe d'impartialité qui est rompu avec un conflit d'intérêt. Mais c'est une notion qui est plus guide en termes de comportement. Le conflit d'intérêt également, contrairement à ce qu'on pourrait penser, donc un conflit d'intérêt entre un intérêt public et privé, il peut être public-public. Et ça, c'est notamment le cas des représentants d'une collectivité territoriale dans un établissement public local. Ça, il y a la loi 3DS de l'année dernière, elle a bientôt 1 an, je crois que c'est 21 février 2022, qui est venue préciser ces règles de responsabilité, mais on n'en parlera pas nécessairement aujourd'hui, mais il faut garder en tête, c'est pas nécessairement du privé public. Il peut relever des apparences, ce conflit d'intérêt. Comme le souligne la définition, c'est une situation et c'est pas un acte. Donc, si vous laissez l'apparence qu'il y a un conflit d'intérêt, vous pourrez être soupçonné, entre guillemets, ou en tout cas mis en difficulté. C'est la raison pour laquelle il est important de les prévenir et de les corriger quand ça arrive. Parce qu'on est tous en situation de conflit d'intérêt à un moment dans notre vie, c'est pas grave. Le plus important, c'est de l'identifier et d'y mettre fin. Aussi, ce conflit d'intérêt, il n'est pas nécessairement matériel, il peut être moral, familial, amical. Il n'est pas nécessairement objet d'avoir un avantage financier. Il peut être direct, indirect ou par personne interposée, et ça, très important. Il arrive parfois que le conflit d'intérêt migre en prise illégale d'intérêt et que la personne, finalement,
et favoriser une personne de manière très, très indirecte. Et ça, il faut l'avoir en tête aussi, que c'est quelque chose d'assez extensif, le conflit d'intérêts. Toujours sur cette notion de conflit d'intérêts, donc il y a deux types de conflits d'intérêts. Il y a la participation dite horizontale, donc celle à laquelle on pense le plus, donc ce qui va concerner les agents, les élus, les collaborateurs, les chefs de projet, donc vraiment dans une masse interne, on va dire, à la collectivité ou à l'administration en charge de la procédure achat. Il va y avoir la participation dite verticale, donc là, c'est les personnes qui vont être externes parce que les obligations d'impartialité, de conflit d'intérêts, en tout cas de maîtrise, s'étendent à ces personnes-là. Donc, ça va être les AMO, MOE, architectes. Donc, comme dit, c'est pas une infraction pénale, le conflit d'intérêts. Par contre, le juge administratif va, lui, analyser le conflit d'intérêts de manière très objective en recherchant si la situation de conflit d'intérêts est de nature à faire naître un doute suffisant quant à l'impartialité de la procédure. C'est cette notion de doute qu'il faut aussi avoir en tête. À partir du moment où il y a un doute suffisant pour remettre en question l'impartialité de la procédure, c'est là qu'il faut s'inquiéter. Et donc, comment prévenir une situation de conflit d'intérêts concrètement? Donc là, je vais vous proposer de décortiquer étape par étape ce qui se passe quand on est dans une situation de conflit d'intérêts dans le cadre d'une procédure d'attribution avec une mise en concurrence et une publicité. Donc la manière dont on peut raisonner, c'est totalement ouvert, hein, ce que je vous propose. Donc on peut raisonner quand on est face à cette situation-là. Donc première étape, c'est la remise des offres. Donc lors de l'ouverture des plis, il y a des vérifications sommaires qui peuvent se faire. Très simplement avec des vérifications de CABIS, de DUL, des C1, des C2, et de croiser les informations avec celles concernant des élus, des agents de la collectivité territoriale. Pourquoi? Parce qu'il arrive souvent qu'il y ait des similitudes de noms, qu'on se rende compte qu'il y ait des personnes qui sont dans des mêmes structures associatives, qui se connaissent, etc. Et c'est là qu'il faut mettre en œuvre des procédures pour préserver l'impartialité de la procédure. Et c'est que justement, c'est pertinent de le faire à ce moment-là, et qu'également, il y a des dispositifs de déclaration d'intérêt qui sont mis en place pour certains personnels dans les collectivités territoriales et que ça sert aussi à ça, une déclaration d'intérêt. C'est pas juste unilatéral, c'est aussi pour être, on va dire, challengé entre guillemets et qu'il y ait des comparaisons qui soient possibles. Ensuite, avant d'étudier les offres, on peut communiquer le registre de dépouillement de la consultation au chef de projet MOE ou AMO et avec la possibilité d'insérer une déclaration sur l'honneur d'absence de conflit d'intérêt à remplir par toutes les personnes impliquées dans le processus d'attribution. C'est déclaratif, rien d'obligatoire là-dedans, mais c'est que quand vous faites ça, vous faites un acte qui forcément implique une certaine réflexion et de se poser des questions. Nécessairement, si on ne vous demande pas une déclaration sur l'honneur sur quelque chose, vous n'aurez pas tendance, et c'est tout à fait humain, à pousser la réflexion, parce que le fait de prendre son stylo et de remplir un papier, symboliquement, ça a du sens. Donc moi, c'est ce que je recommanderais de faire. Ensuite, il y a l'analyse des offres. Donc, il est possible de cartographier les risques, donc en lien avec les agents internes ou externes, mais également en lien avec le secteur en question. Il y a des secteurs qui sont plus ou moins à risque et on sait qu'on peut être amené à être exposé à des conflits d'intérêts ou autres. Donc, par exemple, si on a des activités parallèles, il peut être bon de se dire, bon, est-ce que ce marché-là, est-ce que je pourrais être en situation de manque d'impartialité? Le respect ou non, par exemple, de tout ce qui va être confidentialité, s'il y a des précédents concernant le manque de confidentialité de certaines informations. Il y a des liens d'affaires aussi, si on est face à un opérateur économique qu'on connaît très très bien. Est-ce qu'on sera sûr qu'on va le traiter à la même enseigne que d'autres opérateurs économiques primo-arrivants? Également, l'implication de certains membres de la collectivité territoriale ou de l'administration dans le processus d'attribution. Ce genre de choses-là. Ça, c'est vraiment une cartographie des risques. Après, il y a une méthodologie qui est conseillée par la FA, mais une cartographie des risques, c'est pas non plus quelque chose qui répond à un code précis. Ensuite, il y a ce qui s'appelle une phase introspective. Après, l'introspection, ça ne veut pas forcément dire rester dans son coin et se poser des questions, mais c'est clairement s'interroger, d'abord en son fort intérieur, sur l'existence ou non d'un doute suffisant sur l'impartialité de la procédure. Et donc là, ça passe vraiment par se poser des questions en se faisant des scénarios de est-ce que dans une situation autre, j'aurais été amené à prendre la même décision, oui ou non, et toujours se poser la question
dans une autre situation, pardon, avec tel élément en moins, tel élément en plus. Voilà, en fait, c'est nécessaire de le faire. Je sais que beaucoup de gens le font, mais d'être rigoureux parce qu'on peut éviter bien des situations en s'interrogeant voilà, sur ces questions-là. C'est de l'interrogation et après mettre en commun ces interrogations-là pour être certain de ne passer à côté de rien. Et je vous mettrai une décision juste après qui prouve que parfois il suffit juste de discuter pour se rendre compte des risques de conflit d'intérêts. Ensuite, il y a une phase qui est dite contradictoire et ça, c'est une phase, évidemment, c'est si vous vous rendez compte qu'il y a un gros risque de conflit d'intérêts, c'est que vous êtes en mesure de discuter avec l'opérateur économique envers lequel vous avez des doutes, que le doute vienne de lui ou de vous et des deux. C'est possible qu'il y ait un conflit d'intérêts vraiment qui se rejoignent fortement. Et là, l'opérateur aura 10 jours pour fournir des observations et mettre en œuvre, si possible, des mesures correctives par rapport à ce qui aura été identifié par l'acheteur public. Donc ça, c'est prévu par un article du Code de la commande publique que je vous invite à aller lire. Enfin, une fois qu'on a fait cette phase contradictoire, il y a une réponse finale à apporter. Donc, il faut statuer ou non sur le fait de garder l'opérateur économique ou pas dans la procédure. Et ça requiert toujours d'avoir en tête ces 3 principes directeurs de la commande publique, donc égal accès à la commande publique, transparence des procédures et traitement égalitaire entre les différents candidats. Et donc, procédure, on en discute, mais ce qu'il faut aussi retenir, c'est qu'il ne peut pas y avoir d'exclusion automatique pour des raisons évidentes de traitement égalitaire de l'opérateur économique. C'est que si on exclut un opérateur économique de la procédure, il faut qu'il y ait réellement des éléments rigoureux, objectifs, qui démontrent que là, il y a un risque pour l'impartialité de la procédure, que la procédure pourrait faire, par exemple, l'objet d'un recours par un concurrent évincé. Et il faudra évidemment fournir des explications écrites à l'opérateur économique sur les raisons de son exclusion pour ce marché en question. Voilà, c'est qu'à un moment, le conflit d'intérêt n'a pas pu être empêché ou qu'il y a un conflit d'intérêt qui est trop important. Et justement, je vous mets cette décision-là que j'ai été amenée à commenter pour achat public il y a quelques mois du tribunal administratif de Rouen, qui est très intéressante sur cette question d'exclusion ou pas des opérateurs économiques. En l'espèce, c'était un contrat de délégation d'eau, donc un contrat très important entre 2 opérateurs économiques. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que l'opérateur économique a été choisi et un référé précontractuel a été formé par l'un des concurrents évincés qui s'est rendu compte que le fils du DGS travaillait dans la société dans la société qui a été retenue. Et il était en charge de répondre aux appels d'offres pour le compte de la société. Donc là, on était vraiment dans une situation très caractéristique où finalement, on aurait dû avoir ce dialogue contradictoire pour être en mesure de savoir si l'impartialité allait être entachée par cette circonstance particulière. Et justement, ce qu'a souligné le juge administratif, c'est qu'en l'espèce, le principe d'impartialité implique l'absence de situation de conflit d'intérêt au cours de la procédure de sélection du titulaire du contrat et que là, ils auraient dû l'exclure. L'opérateur économique n'aurait pas dû suivre tout le processus de sélection et encore moins être choisi parce que les 2 personnalités, donc le fils du DGS et le DGS, étaient très impliqués dans la procédure de préparation de la candidature et de sélection de la candidature, qui rendait impossible cette décision. Je voulais également faire un point sur les marchés dispensés de publicité et de mise en concurrence, parce que contrairement à la croyance commune, ces marchés-là font énormément l'objet de contentieux. À titre personnel, dans mon ancienne expérience dans une association de lutte contre la corruption, c'était les contrats sur lesquels on avait le plus de questions, donc les fameux contrats sous les seuils. Donc, il y a la règle des 3 devis que vous connaissez certainement, de présenter 3 devis. Il y a eu une petite subtilité qui a été apportée récemment par Chambre régionale des comptes qui dit que c'est pas obligatoire de faire 3 devis pour sélectionner un candidat, qu'une information orale suffit. Évidemment, voilà. Il faut forcément graduer en fonction du contrat, mais le plus important, c'est vraiment de réveiller au respect des 3 principes de la commande publique que j'ai cités précédemment, à la computation des seuils, évidemment, parce qu'il y a toujours des risques de saucissonnage. Ça arrive aussi plus qu'on ne le pense, c'est-à-dire de faire en sorte qu'une opération soit en dessous des seuils
pour pouvoir faire du gré à gré, et ça ne pardonne pas, que ce soit d'un point de vue du juge administratif ou du juge pénal. Également, un principe directeur de la commande publique, c'est de veiller à choisir une offre répondant de manière pertinente aux besoins, au respect de la bonne utilisation des données publiques, et à ne pas contracter systématiquement avec le même prestataire quand il y a une pluralité des offres potentielles. Et également, si je dis ça, c'est que pour des soucis même de mise en concurrence, évidemment, avec de nouveaux opérateurs économiques qui rentrent sur le marché, mais c'est qu'également le fait de contracter toujours avec le même prestataire, ça peut vous mettre dans une situation de vulnérabilité, déjà par rapport à un opérateur économique, parce que les biens des affaires sont les biens des affaires. Et par ailleurs, ça renforce les risques de manque de transparence, d'habitude et de corruption, sans qu'on s'en rende compte nécessairement, et que l'on peut être poursuivi pour favoritisme pour des contrats qui se situeraient en dessous des seuils, parce que c'est le non-respect des 3 principes directeurs qui règnent, et qu'il n'y a pas de petit favoritisme, entre guillemets. Et donc, quel que soit le montant du marché, en cas de conflit d'intérêt, il y a des conduites à observer, au-delà de ce que je vous ai présenté tout à l'heure pour les différentes étapes. Donc, c'est l'abstention dans la prise de décision, de ne pas siéger dans la commission où sera évoquée l'affaire. Et quand je dis ne pas siéger, j'insiste sur cette question-là, il ne suffit pas de s'abstenir de voter. L'abstention au vote n'est pas suffisante. Il ne faut pas être dans la salle. Je sais que ça pose des questions du fait de sortir, rentrer, etc. dans certaines collectivités territoriales. Et ça, moi, j'en ai totalement conscience parce que je suis juriste spécialisée dans les collectivités territoriales. Donc, je sais que parfois, on vote par exemple, les subventions en paquet. Hélas, le juge pénal s'attache à un déport total. Donc, il faudra trouver des solutions par rapport au quorum, etc. On peut faire des délégations en s'abstenant de donner toute instruction, et également saisir l'autorité hiérarchique par des personnes chargées d'une mission de service public afin qu'elles confient la préparation et l'élaboration de la décision à une autre personne si nécessaire. Donc ça, c'est des manières de vous protéger de manière très, très concrète. Il faut mettre ces choses-là par écrit également, parce qu'il faut des preuves que vous êtes bien abstenu, car comme dit, conflit d'intérêt, c'est aussi un délit d'apparence, et qu'il suffit qu'il manque quelque chose en termes d'apparence pour que le doute soit nourri. Donc, on va passer rapidement, j'espère qu'on aura le temps, donc à la mise en place d'un dispositif anticorruption. Donc ça, c'est vraiment la partie très préventive qui est mise en place par la loi, qui a une destination beaucoup plus de fond, et mettre en place des dispositifs internes aux entreprises et aux collectivités territoriales, aux administrations. Donc ça, c'est mis en place par l'Agence française anticorruption. Donc ces dispositifs-là destinés à la mise en place de différents mécanismes. Et donc, on va les voir ensemble. Donc, l'AFA, l'Agence française anticorruption, elle a formalisé 3 piliers inhérents à l'élaboration d'un dispositif anticorruption efficace. Le premier levier, ça va être l'engagement de l'instance dirigeante, donc avec un comportement personnel exemplaire, le fait de promouvoir le dispositif anticorruption, donner les moyens de sa mise en œuvre, suivre l'élaboration, puis le pilotage du dispositif. Ça, c'est un point qui est très, très, très important, parce qu'il faut qu'il y ait aussi une volonté de l'administration, surtout dans le secteur public, qui est assez différent du secteur privé, où là, il y a vraiment des obligations très, très circonscrites, de vouloir s'engager dans une démarche anticorruption, finalement. Il y a aussi la cartographie des risques, et ça, c'est une partie qui est plus concrète, qui va s'adapter à chaque structure. C'est la connaissance des risques d'atteinte à la probité. Je ne sais pas si vous êtes dans le secteur de l'eau, dans le secteur de l'emploi, dans le secteur de l'insertion, etc. Et ça, il va falloir vraiment cartographier ça aussi en fonction des personnes qui sont dans la structure pour pouvoir avoir une vision d'ensemble et être en mesure de prévenir ces risques-là. Et enfin, une gestion des risques. Donc ça, c'est pour tout ce qui est procédure visant à la prévention, la détection et au contrôle et l'évaluation. C'est vraiment la chose la plus globale dans une procédure anticorruption efficace. Et donc concrètement, un dispositif anticorruption défini autour de ses besoins avec un code de conduite. Ça, c'est un code de conduite qui définit et illustre les comportements à proscrire et précise les modalités de prévention des conflits d'intérêts. Donc, les comportements à proscrire, ça peut passer par le rappel de tous les délits d'atteinte à la probité, de manière très, très concrète, en les définissant, en les illustrant. C'est très, très important de les illustrer parce que la corruption, le trafic d'influence, c'est des termes qui sont
très généraliste, mais qu'on ne sait pas nécessairement ce que ça implique concrètement comme comportement sur le terrain. Et ce qui peut être bien, c'est de les adapter au secteur dans lequel vous êtes. Dans une administration, par exemple, tout ce qui va être sollicitation pour avoir un titre de séjour, ce genre de choses-là qui peuvent paraître innocentes, mais que la jurisprudence peut retenir comme un trafic d'influence. Dans le domaine de l'urbanisme, par exemple. Dans le domaine de l'urbanisme, il y a pas mal de concussions. La concussion, c'est un délit qui est très peu connu, mais par exemple, c'est dans le domaine de l'aménagement. Si vous avez un aménageur qui veut faire du lotissement et à qui on va demander, par exemple, de refaire le rond-point au passage, ça peut être considéré comme de la concussion. La cartographie des risques, comme dit tout à l'heure, ça c'est un classique. Un dispositif de formation au risque d'atteinte à la probité. Ça, c'est très important, la formation, et surtout la formation continue, parce que la formation doit s'adapter aux nouvelles dispositions législatives et réglementaires, et surtout être accessible, parce que c'est des questions qui sont complexes, et il faut être en mesure de rendre le droit clair et limpide, et vous donner des clés pour, en pratique, appliquer ces nouvelles exigences. Il y a une procédure d'évaluation des tiers, nécessairement parce que vous ne fonctionnez pas en vase clos. Et donc, c'est important de pouvoir adapter les conseils dans le dispositif anticorruption aux structures privées, par exemple, aux associations, aux entreprises qui ne comportent pas le même niveau de risque. Il y a le dispositif d'alerte interne. Comme vous le savez certainement, il y a tout ce qui est en lien avec le statut des lanceurs d'alerte dans les entreprises, dans les administrations ou autres. Il y a eu pas mal de modifications législatives aussi à ce sujet-là, mais il est important de rappeler que, par exemple, on doit lancer l'alerte. Ça, c'est l'article 40 du Code de procédure pénale. Et comment le faire et comment accompagner aussi les personnes qui le font pour que ça se fasse en toute sécurité. Rappeler un régime disciplinaire aussi, permettant de sanctionner ces règles, parce qu'il ne s'agit pas non plus que de règles à titre déontologique. On peut être sanctionné pour le non-respect de la probité dans le cadre de ces structures respectives, et mettre en place des dispositifs de contrôle et d'évaluation interne par rapport à ces questions, évidemment. Enfin, et on finira avec ça, ça c'est comme je vous l'ai dit, c'est ma petite touche personnelle, concernant le fait de passer la lutte contre la corruption d'une menace en une force, ça passe par une culture et aussi par une posture introspective et sereine face au conflit d'intérêts, se rappeler que c'est pas grave d'être en situation de conflit d'intérêts, réellement, c'est des choses qui arrivent, qu'il faut avant tout se poser les bonnes questions et communiquer à ces sujets-là. Également, cultiver son droit à douter. À titre personnel, je doute en permanence du fait de savoir si je suis en situation de conflit d'intérêts sur certains sujets, et c'est tout à fait sain de douter, et de se faire accompagner de ces différentes manières. Ça peut être par de la formation, ça peut être par sa structure d'accueil, ça peut être par un référent déontologue. Donc, il y a des référents déontologues pour les agents, mais bientôt pour les élus aussi, qui sont spécialistes de ces questions-là. Ça peut être se faire accompagner par un cabinet d'avocats en cas de problématiques plus juridiques. Également, c'est se renseigner sur l'actualité de la conformité appliquée à son secteur, mais pas que, parce que vous ne fonctionnez pas en vase clos. Il est important de s'intéresser à ce qui se passe aussi dans les entreprises, de s'intéresser à ce qui se passe dans les associations, ce qui se passe dans le monde, de manière générale, parce que c'est comme ça aussi qu'on a les bons réflexes. Sur certaines questions, on est amené à se comparer et aller plus loin dans sa réflexion. Il faut dédramatiser les questions d'éthique et de probité. C'est des questions qui touchent souvent aux questions de droiture, d'honneur, de jugement de valeur. Mais en réalité, c'est pas. En fait, on ne devrait pas prendre les choses si personnellement. Si vous êtes mis en question pour une question de conflit d'intérêt, ça peut être très désagréable si c'est fait de manière pas toujours bienveillante. Mais en soi, c'est le risque, c'est inhérent au fonctionnement des organisations humaines que d'avoir des questions d'éthique et de probité. Le tout, c'est de les gérer et de les traiter pour ne pas qu'il y ait de dérive d'un point de vue pénal, administratif ou autre même. Enfin, c'est se former tout au long de sa vie sur ces sujets. Comme je voulais souligner, c'est des sujets qui évoluent beaucoup, qui font l'objet de beaucoup de débats. Il y a beaucoup de désinformation aussi sur les sujets de corruption. Et cultiver une petite curiosité sur ce sujet-là, je pense que ça fait pas de mal, surtout quand on bosse dans l'administration, dans des structures publiques qui sont soumises à ces risques-là. Voilà, c'était tout pour moi. Donc, je suis à votre disposition pour des questions, si on a un peu de temps.
Bah, écoutez, merci beaucoup Farah pour cet exposé très complet dans les temps impartis. Donc on a bien compris, effectivement, les acheteurs sont amenés à s'inscrire dans une démarche d'atténuation au moins des risques et de prévention de la corruption, comme l'exige notamment la loi Sapin 2. Sachez d'ailleurs que le département formation d'achat public propose un e-learning d'1 heure sur cette loi Sapin 2. Mais je vous invite surtout à venir suivre la formation d'une journée qu'anime Farah à nos côtés sur la prévention des situations de conflit d'intérêts. Alors effectivement, on a des questions. Une des premières qui a été posée est la suivante. Est-il envisageable d'instaurer ou de rédiger une politique d'acceptation des cadeaux dans une administration? Oui, à ce sujet-là, je vous recommande le guide de l'Agence française anticorruption qui est très complet sur les politiques anti-cadeaux. Ça, c'est quelque chose qui peut être intégré dans le code de conduite dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et je pense que c'est une très, très bonne chose parce qu'effectivement, il n'y a rien d'évident sur les politiques anti-cadeaux. Il faut aller au-delà du cliché que accepter un cadeau, c'est nécessairement une contrepartie. Il faut distinguer également selon qu'on se situe côté agent, côté élu. Il y a aussi le rôle du protocole parfois qui complexifie les choses. Donc, je vous recommande la lecture du guide de l'Agence française anticorruption pour savoir où vous situez et qui est une belle ressource, je trouve. Très bien. Alors, on a une autre question sur la promotion du localisme dans la commande publique. Si un maire souhaite promouvoir donc ce localisme sans lien personnel ou amical avec un autre acteur local, on pense, peut-être à tort, mais qu'il risque fortement d'être condamné pour favoritisme. Et là-dessus, est-ce que la jurisprudence différencie le favoritisme d'un ami ou celui d'un acteur local? Alors, la question du localisme, c'est une question qui est passionnante. Elle était revenue pendant l'élection présidentielle. Il y a plusieurs candidats qui ont mis dans leur programme qu'il fallait favoriser la commande publique locale. Alors, mauvaise nouvelle, le localisme n'est pas autorisé stricto sensu en commande publique. C'est ce qui fait la concurrence, ça va être votre besoin et votre budget. Et en fonction de votre besoin et de votre budget, vous allez avoir différents seuils qui auraient une mise en concurrence adaptée avec une publicité et une mise en concurrence adaptée. Ce qui fait qu'afficher d'entrée de jeu, on veut faire du localisme, c'est un risque sur les 3 principes fondateurs de la commande publique que j'ai cités et d'égalité entre candidats. Après, il y a un principe, je trouve, de pragmatisme, c'est que si vous passez des commandes qui sont sur un montant, on va dire, raisonnable, il est naturel, pour des questions d'efficacité économique, que ce soit des opérateurs économiques du coin qui y répondent. J'imagine mal une entreprise polonaise, après dites-moi si je me trompe, postuler à un petit lot d'un petit marché qui aura fait l'objet d'une procédure adaptée, par exemple. Mais c'est le fait d'afficher qu'on veut faire du localisme qui peut être problématique. Parce qu'en soi, la commande publique, c'est pas un levier de localisme, c'est un levier de bon usage des deniers publics et d'égalité réelle entre candidats. Et impliquer un critère de localisme, c'est difficile. À ce sujet, je vous recommande également les articles publiés sur achat public sur cette question-là. Je sais qu'il y a pas mal de débats dans la communauté juridique sur ce sujet-là. En soi, faire du localisme, c'est très délicat. Je trouve ça périlleux à titre personnel. Et je rebondis, mais il y a quand même une loi relative à l'économie sociale, à l'économie solidaire de 2014, et puis la loi climat et résilience, qui crée notamment le SPASER, où là on retrouve quand même un certain nombre de recommandations par rapport à l'achat local, solidaire, etc. Donc ça ne vient pas atténuer le propos que vous aviez? Ça pourrait. C'est juste que c'est la démarche en tant que telle de se dire je veux absolument faire du localisme. D'accord. Et que le localisme peut s'impliquer, par exemple, dans les critères environnementaux, les critères de handicap, de non-discrimination, par exemple, évidemment, que l'on peut avoir un levier à ce sujet-là, mais c'est de partir du principe que l'on veut nécessairement faire du localisme, qui est beaucoup plus périlleux. La nuance est fine, c'est vraiment très, très subtil, Oui. mais effectivement, qu'il y a des politiques pour faire de l'achat local, il faut s'en servir quand on peut s'en servir, mais il ne faut pas inverser les choses. Alors, vous avez donné un exemple tout à l'heure d'une collectivité avec l'histoire du fils du DGS. On me demande s'il y avait eu déport du fils du DGS, la société aurait-elle pu se maintenir?
Alors, je ne fais pas de police fiction, mais alors, s'il y avait eu déport du fils du DGS au sein de son entreprise, peut-être. En réalité, la question qui était mise en jeu par cet arrêt-là, c'était surtout la responsabilité de la collectivité territoriale qui n'avait pas identifié ce conflit d'intérêts, alors qu'on était face à un DGS qui a une grande responsabilité, qui était présent de manière très active dans la procédure d'attribution et qui à aucun moment n'a signifié quand ils ont reçu la candidature et quand l'attribution a été faite, que c'était son fils et que son fils était sur les documents en plus contractuels avec l'entreprise. Donc, ça peut être un élément, mais avant tout, c'est la question de est-ce qu'on aurait fait ce même choix si le fils des gestes n'avait pas été en charge de la commande publique dans l'entreprise. Et il y a la question des informations stratégiques aussi, effectivement. Donc, bon, je ne sais pas. Il faudrait peut-être demander à la juridiction administrative, mais en tout cas, si vous le souhaitez, je pourrais vous l'envoyer l'article. Ce qui est surtout reproché à la collectivité, c'est ce manque d'anticipation sur cette question de conflit d'intérêts. Alors, on a une question aussi concernant les monopoles. Doit-on veiller également au risque de conflit d'intérêts dans le cas d'un monopole, donc un marché sans publicité ni mise en concurrence? Bien sûr, ça c'est des secteurs, monopoles. Il faudrait peut-être me donner un exemple parce que, en gros, sur les marchés sans publicité et mise en concurrence, les trois principes de la commande publique s'appliquent tout de même. Il ne faut pas penser qu'on peut faire du gré à gré avec qui on veut et on doit éviter de contractualiser avec les mêmes opérateurs économiques s'il existe d'autres offres, qu'on n'est pas en situation de carence de l'initiative privée, pour reprendre un terme très juridique. Évidemment qu'il y a des risques de conflit d'intérêts parce qu'ils sont en lien avec l'entretien de liens d'affaires sur du long terme. Quand vous contractez toujours avec la même personne, il y a des habitudes qui se mettent en place, il y a peut-être des relations aussi amicales qui peuvent se mettre en place, et ça, c'est pas nécessairement condamnable. Mais il faut déjà éviter, si l'on peut, de se mettre dans des situations de monopole parce que ça fragilise et c'est porteur de risques sur le long terme. Oui. Et puis, écoutez, je vais prendre une dernière question qui est un petit peu large, mais on va voir s'il existe des solutions. C'est comment faire face à l'ingérence et à la pression des instances pour orienter une procédure et sélectionner un prestataire en particulier? Ça, c'est une question qui c'est très compliqué. Évidemment, il y a le poids du politique qui peut jouer. Moi, je donnerais quelques conseils généraux, parce que je ne vais pas non plus être dans le cliché, parce que voilà, peut-être que ces pressions-là peuvent intervenir dans différents cas. C'est déjà, de manière générale, quand on est agent dans une structure publique, il y a la théorie des baïonnettes intelligentes. Je sais que c'est très bête à dire, ça peut paraître très, très évident, mais si vous sentez qu'on vous demande de faire un ordre illégal, il faut essayer de ne pas le faire, ou en tout cas le contourner, essayer d'en parler à son autorité hiérarchique, si on en a une, pour essayer de discuter de ces problématiques de pression. Parce qu'en soi, en réalité, il faut toujours se rappeler que notre responsabilité peut être recherchée, même en termes de complicité, s'il y a des questions de favoritisme. La complicité existe au sein des collectivités territoriales, la complicité en termes de favoritisme aussi. Et donc, ce qui peut être possible de faire, c'est essayer de communiquer entre vous, essayer de gérer la situation en interne. Je ne sais pas du tout si les référents déontologues pourraient être en mesure d'atténuer ce genre de choses-là. Peut-être revenir sur le fond objectif de pourquoi on pousse telle candidature. Est-ce que c'est parce que c'est une candidature qui est pertinente ou parce que c'est une candidature qui est orientée, pour essayer, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, d'avoir une phase introspective où on se pose des questions pour aller au-delà de certains a priori. Et après, il y a des dispositifs d'alerte interne qui existent, mais je ne le conseille pas en l'espèce parce que je n'ai pas suffisamment d'éléments, bien évidemment, et ça, c'est plus des questions à voir vraiment de manière très, très poussée. Mais moi, j'ai eu des cas aussi dans mon expérience où il y avait ingérence et pression de certaines autorités, où des alertes ont été effectuées, heureusement qu'elles ont été effectuées parce que ça s'est fini au pénal. Mais c'est pas facile. C'est des choses qui sont pas faciles. Et à ce sujet-là, je vous recommande les travaux de la Maison des lanceurs d'alerte, qui a publié un petit manuel où il y a tout un cas sur les agents publics qui explique les subtilités des alertes dans les structures administratives. Voilà, tout ça étant effectivement une question de déontologie
propre à C'est ça. chacun et à chacune. Pareil, il me reste à vous remercier une nouvelle fois de nous avoir accompagnés ce matin à travers Je vous cet en prie. exposé. Les participants sont enthousiastes. Je vous remercie à tous d'avoir été présents. Et puis, vous aurez dans les prochains jours la possibilité de revoir ce webinaire en replay. Vous en serez avertis par mail. Merci encore. Je vous rappelle que Farah anime à nos côtés une formation d'une journée sur la prévention des conflits d'intérêts, dont la prochaine session a lieu le 10 avril. Donc, n'hésitez pas à vous rendre sur notre site pour en consulter le programme détaillé et vous inscrire. Nous serons ravis de vous y accueillir. Très bonne journée à tous, bon appétit et à bientôt pour un nouveau webinaire. Au revoir. Merci. Au revoir.